interventions. Magali, vas-y, assieds-toi. Très heureux d'accueillir Magali Cabous, professeure agrégée, qui est spécialiste en fait de cinéma, plus particulièrement du cinéma latino-américain, plus particulièrement du cinéma cubain, mais qui s'intéresse à tous les cinémas aussi bien d'Espagne que d'Amérique latine, maître de conférence à l'université Lumière Lyon 2, donc collègue, et très heureux qu'il y ait aussi ce versant peinture, littérature, philosophie, lettres et cinéma, c'est-à-dire l'image en mouvement. Et puis nous aurons après, bien sûr, un petit peu plus de musique. Merci beaucoup Magali. Merci à toi. Bien. Je vous remercie pour cette invitation. Merci Philippe, merci beaucoup Christine, merci à l'association. Et je vous remercie pour une invitation, comme d'habitude, lorsque l'on nous propose un nouveau thème, qui me permet de réexplorer mon sujet d'étude sous un angle nouveau, puisque je n'avais jamais pensé à poser étrangement amour et Cuba. Quelle drôle d'idée. Bonjour également aux personnes qui sont derrière l'ordinateur. Donc, je travaille sur le cinéma cubain en particulier depuis une vingtaine d'années, et revoir et repenser tous ces films et cette filmographie cubaine de l'île en général sous le prisme de l'amour était fort tentant. Je vous propose donc de parler d'amour, mais aussi de transgression, puisque c'est la consigne qu'on m'a donnée, dans les représentations cinématographiques en vous passant de nombreuses séquences. Donc, c'est le moment où mes étudiants sont très heureux en général. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier du cinéma cubain, et c'est un cinéma qui, malheureusement, hors des festivals, parvient très peu jusqu'en salle en France, sauf quelques films qui arrivent comme des films cubains, mais qui sont en réalité des films faits par des étrangers. Voilà, donc moi, je me suis tenue à quelques films cubains. Donc, je reviens au dictionnaire comme il se doit pour aller interroger la transgression. Et comme souvent, les définitions du dictionnaire sont tout à fait savoureuses et non objectives. Donc, le fait de ne pas se conformer, la transgression est le fait de ne pas se conformer à une attitude courante naturelle. Cette notion de naturel m'a directement ouvert beaucoup de portes. Par analogie, fait de progresser, le verbe progresser ayant une connotation nettement plus positive, mais peut-être un peu perverse, aux dépens d'autre chose, d'empiéter sur quelque chose, d'envahir. Fait de dépasser une limite, ses limites. Bon, après, vous avez la loi, l'ordre, les règles, aller contre ce qui est naturel, de nouveau, et au figuré, dépasser ce qui paraît naturel, on y tient beaucoup, possible, sortir d'un cadre donné. C'est donc une définition avec une certaine connotation négative le plus souvent, mais avec du positif par moment, et quoi qu'il en soit, quelque chose d'éminemment subjectif, bien sûr, et qui dépend de chacun de nous, et qui est très mouvant. Donc ma question ensuite, j'ai tenté de la resserrer sur le cinéma cubain, et je me suis demandé à quelle loi spécifique peut contrevenir un Cubain. Beaucoup. Et à quelles injonctions peut-il désobéir? Donc évidemment, la première qui me vient, ce sont les règles de l'idéologie castriste, et en particulier de ce modèle guévariste, donc théorisé par Che Guevara, mais sur toutes les notions marxistes de l'homme nouveau, cet homme qui devait construire une nouvelle société. Donc ça, c'est vraiment le premier modèle, et va avec ce modèle une certaine idée de la droiture, de la virilité, qui va de pair avec une norme, quoi que fassent les Cubains comme effort pour le contrecarrer au niveau officiel, une norme hétérosexuelle. Ensuite, il y a les règles d'une société patriarcale, mais là, on est dans quelque chose de moins cubain, hein, c'est quelque chose qui est appliqué un peu partout, mais d'une société en apparence patriarcale, car les femmes ont beaucoup d'importance dans la société cubaine et beaucoup de pouvoir. Et au cinéma, enfin, et ça aussi, c'est une question qui dépasse le cadre cubain, toutes les règles de la représentation, et surtout, quand on parle de transgression, les règles du bon goût. J'en ai parlé un peu au repas de midi, et je prie les gens qui étaient assis à côté de moi de m'en excuser. Bien, en termes d'amour et de sexualité débridée, le sujet pourrait paraître assez évident tant Cuba véhicule une image caliente. J'ai compris depuis ce matin que tout le monde parlait espagnol, donc j'enchaîne. Une image caliente en partie fondée et en partie fantasmée. On observe une inévitable distorsion, quel que soit votre pays d'études, entre les réalités tout à fait multiples d'un pays. Santiago de Cuba est très différente de la Havane, par exemple. Les réalités sont très différentes sociologiquement, etc. Les classes sociales à Cuba, même si c'est un gros mot, n'ont pas non plus la même réalité quotidienne, etc. Donc, il y a une distorsion entre les réalités multiples d'un pays, l'image que le pays véhicule à l'extérieur et les représentations qui en sont faites à l'intérieur. Donc, une fois que tout cela est passé, tous ces filtres ont été mis bout à bout, nous verrons que le cinéma cubain n'est pas si transgressif que cela, et je suis navrée, mais j'ai trouvé des choses. Donc, pour les étrangers dans l'imaginaire collectif, Cuba est considéré comme une île caribéenne sensuelle et libérée. En raison du climat,
de la musique, du métissage et de la kyrielle de clichés qui en découlent plus ou moins en adéquation avec le réel. Donc oui, à Cuba, certaines choses sont spécifiques, comme par exemple les règles de proxémie. Ça, la distance avec laquelle on entre en relation avec les gens avant le Covid, c'est une réalité, c'est très différent à Cuba. Le rapport au corps, les canons de beauté sont différents, sauf peut-être à la Havane qui se globalise. La notion de pudeur est très différente. Les codes amoureux, vraiment. Mais le cinéma ne rend pas forcément compte de toutes ces spécificités. La littérature, en revanche, creuse ce filon. Je me permets une incursion dans la littérature. Ce filon de la sensualité et de la sexualité débordante cubaine. Donc, il suffit de penser à Reinaldo Arenas, il suffit de penser même à Lesa Malima dans le chapitre 8 de Paradiso, il suffit de penser à Pedro Juan Gutiérrez avec sa trilogie sale de la Havane. Et je suis revenue à Zoé Valdés, ¿por qué no?, qui déclare ainsi « J'ai promis, je lis la version française, j'ai promis que ma prochaine histoire de cœur impliquerait obligatoirement un compatriote. Je suis désolée, je n'exagère pas, ni ne fais preuve de chauvinisme, mais il existe des codes inhérents à chaque culture et le degré de sensualité avec lequel on aborde la vie est un incontournable. » Il lui est donc inconcevable de s'en tenir aux Français. Nous n'entrerons pas dans les débats que ces affirmations précédentes occasionnent, ni dans l'éventuel glissement raciste lié à l'affirmation de la libération des mœurs des femmes afro-cubaines. Mais le cinéma pré-révolutionnaire, donc le cinéma de avant 59, je dis ça pour les étudiants qui auraient besoin d'une date, réalisé le plus souvent par des étrangers états-uniens et mexicains, étalait à loisir le corps de ces femmes, les rumberas, donc les femmes qui étaient entre danseuses de cabaret et prostituées, dans des mélodrames souvent réducteurs. Je vous ai mis ici deux des affiches. Voilà, donc Nino Sevilla, une cubaine blonde, il en faut, qui jouait dans ce film Aventurera, blonde, il en faut, qui jouait dans ce film Aventurera, donc de beaucoup de transgressions. Mais Cuba est un pays plein de paradoxes. Il est à la fois, si on part sur une base actuelle, le pays dans lequel se développe beaucoup le reggaeton, donc ce genre musical dont on sait que les clips vidéo violent beaucoup de règles de la bienséance, du respect du corps et dont les paroles sont assez ordurières. Encore que ce soit plus complexe, j'ai une étudiante qui m'a fait un mémoire dessus et c'était plutôt passionnant. Mais nous sommes aussi dans un pays dont l'État a voté en 2018 une loi qui s'appelle le décret 349, soi-disant pensée pour limiter les obscénités dans l'art, comme par exemple dans le reggaeton, c'était présenté comme ça, mais qui de fait a vraiment occasionné une levée de boucliers, puisqu'elle permettait de contrôler aussi toutes les œuvres, et les plasticiens en ont fait les frais. Il suffisait de présenter des œuvres gênantes et sous couvert de pornographie, on supprimait ou on fermait les expositions. Voilà, donc les transgressions sont encadrées par cette loi 349. Oui, s'il était nécessaire de le dire, je travaille en civilisation et en cinéma, alors je vais toujours vous donner quelques petites clés. La réalité est donc parfois dépourvue de la légèreté que l'on voudrait attribuer au sexe chez les Cubains et les Cubaines. Et dans cette conférence, tout en mentionnant quelques faits politico-culturels, je me suis demandé ce qu'était le plus transgressif que pouvait faire le cinéma cubain. Donc j'ai commencé par les classiques, celui que pour le coup, je pense que beaucoup de Français auront vu, Fraises et chocolat. Alors c'est intéressant puisque Fraises et chocolat est l'histoire de deux personnages, Diego homosexuel et hétérosexuel. La sexualité de Diego est complètement passée sous silence, il n'y a rien dans le film à ce sujet. En revanche, David est initié dans le film à la sexualité par une femme plus âgée que lui, ce qui est déjà une forme de transgression et j'y reviendrai avec un autre film. Et donc je vous passe rapidement la séquence. Donc ça se déroule au terme d'un dîner fastueux et cette femme, donc un peu plus âgée que lui, une voisine de Diego, va l'initier dans une scène extrêmement chaste. Vous allez voir tout au plus une culotte. Ça me semble acceptable.
Bien, donc tout se passe lors d'une ellipse et vous voyez ensuite David réjoui avec la chanson qui l'accompagne, Soy Feliz, et tout est dit. Donc rien à signaler de ce côté-là. Un autre grand classique du cinéma, un autre cinéaste très connu à Cuba, le plus grand cinéaste vivant, Fernando Pérez, dans La vida es silbar, présente une vie cubaine aussi assez particulière et souligne les tabous et les inhibitions de Cuba, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a 2 personnages féminins importants dans son film, en réalité 3. La première est une danseuse magnifique, victime de ses désirs. Et la deuxième est une femme entre 2 âges, comme l'on dit poliment, qui s'évanouit à chaque fois qu'est mentionnée une partie du corps ou le mot sexe ou quoi que ce soit. Je vous passe une séquence, alors je vais... Demasiada pasión, demasiada. La danseuse. El exceso de pasión te pierde, Mariana. Te lo he dicho varias veces, pero esta es la última vez. L'excès de passion te perd. Comenzamos de nuevo. Música. En el teatro, muchos hablan de la pasión de Mariana por el baile. En el teatro, muchos hablan de la pasión de Mariana por los hombres. Y yo sé que Mariana tiene miedo de los prejuicios que sobre ella se ciernen. Bien, donc voici donc une société qui réprime ses pulsions, où l'on tente d'enfermer. Donc tout le monde aura compris bien sûr la métaphore de la chignole, ou comment s'appelle cet instrument. Bien. Dans l'un des blogs de critique cinématographique les plus consultés à Cuba, certains de mes collègues se sont pris au jeu il y a quelques années et ont classé, la personne qui tient ce blog, Juan Antonio García Borrero, a demandé à tout le monde de classer les 5 scènes les plus érotiques du cinéma cubain. Et je vous donne ici la citation de l'un de ces critiques. Elle est très laconique et il dit « Notre cinéma est reconnu par se distingue par sa pudibonderie et son absence de chaleur dans ses scènes d'amour. C'est comme ça et on ne peut rien faire. » Bref, il y a une sorte de constat de l'absence d'érotisme dans le cinéma cubain. Mais néanmoins, la représentation de l'amour est loin de ne donner lieu qu'à des films insipides ou convenus. Et nous allons donc voir 4 transgressions. La première est forcément politique, donc le politique entre les draps, l'amour et la transgression de la loi. La deuxième, c'est transgresser le bon goût. La troisième, c'est l'amour non hétéronormé, si l'on revient à cette fameuse norme hétérosexuelle. Puis la dernière, je ne finis pas avec le plus gai, c'est-à-dire aimer sans l'amour, la contrainte. Donc pour commencer, le politique se retrouve jusque dans le lit, puisque la représentation des relations amoureuses permet dans les films de faire passer des messages politiques. Étrangement, dans le cinéma des années 90, principalement des coproductions avec l'Espagne, la subversion et la tentation venaient des personnages étrangers. Donc dans La vida es silbar, c'est une Allemande. Dans Havana Blues, un film cubano-espagnol, c'est une Espagnole. Donc ce sont toujours des étrangères libérées qui viennent chercher les personnages cubains. Mais de la relation avec l'étrangère découle... Qu'est-ce qui passe, hein? Ah, c'était la voiture. Pardon, j'ai cru que ça se déclenchait tout seul. De cette relation avec l'étrangère découle une décision à laquelle le personnage fait face et qui est politiquement incorrecte, c'est la tentation de l'exil pour suivre l'objet de l'amour. L'amour et le sexe dans le cinéma cubain permettent souvent de mettre en évidence les crises économiques successives, puisque, à cause des appartements surchargés où cohabitent plusieurs générations, à cause des voisins indiscrets, à cause des expulsions, à cause de multiples choses, les couples officiels ou adultères, je ne fais pas de morale, n'ont pas de lieu privatif où consommer leurs relations. L'amour doit alors contourner la loi pour s'épanouir. D'où par exemple le titre très clair de cette comédie Amour vertical. J'explique. Où les amoureux ne disposant pas d'un lieu d'intimité sont contraints de se limiter à certaines positions verticales, dans des ascenseurs, dans des tout petits endroits. La scène la plus connue est une scène dans un ascenseur. Et l'ironie est que l'héroïne contrariée, qui s'appelle Estela, est architecte et œuvre justement à pallier les insuffisances de l'habitat havanais. Et on la voit sur ce photogramme rendre des comptes à de très nombreux policiers réunis pour l'entendre témoigner et où elle dit «
Tout ce que nous voulions, c'était un endroit où faire l'amour. L'amour pâtit de la crise et des restrictions. Je vais maintenant vous présenter un magnifique film récent de Carlos Lechuga, un grand cinéaste jeune cubain, qui s'appelle Melasa, et qui suit un couple très amoureux qui est contraint, un couple officiel, marié, qui est contraint de recourir à l'illégalité à de nombreuses reprises dans le film pour survivre. Donc lui doit vendre de la viande de bœuf, ce qui est éminemment interdit lorsque c'est fait de façon dérégulée à Cuba. Ils louent leur appartement à une prostituée, ce qui est tout à fait immoral. Et dans la scène d'ouverture du film, qui est une très jolie scène, ça résume l'une des idées. On doit réinventer les formes de l'amour. Et ici, ça se passe sur le lieu de travail de Monica, l'héroïne, qui est en charge de la surveillance d'une usine sucrière désaffectée et qui donc prend des risques en faisant cela. Amoureuse met au jour les failles sociales et contraint parfois à contrevenir à la loi, injectant dans ce qui semble naturel ici une dimension transgressive et indûment subversive. Je passe à la transgression du bon goût à travers la pornographie, évidemment. Rien ne sera fait qui puisse choquer des yeux. Voilà. Donc voici la transgression cinématographique par excellence, la transgression du bon goût du spectateur par la pornographie. Ça n'est pas un genre communément pratiqué à Cuba par les cinéastes. Si des scènes sensuelles ponctuent de nombreux films, l'érotisme non plus n'est pas monnaie courante, puisque je fais tout de même une gradation entre la pornographie plus explicite que le cinéma érotique. Une exception toutefois à Cuba, à travers un cinéaste qui s'appelle Jorge Molina, qui est aussi un acteur, il est dans le film Juan de los Muertos, enfin, c'est vraiment un acteur assez connu à Cuba, et aussi un réalisateur assez génial dans le sens où il n'a pas de limite générique et il travaille sur le cinéma gore, le cinéma Z, tout un tas de choses un peu particulières. Dans sa revisite du Petit Chaperon Rouge, qui s'appelle Molinas Ferros, Caperucita Roja, le nu intégral est très courant et Molina repousse les limites et explore les marges dans un pays dont la cinématographie s'est éloignée du cinéma de genre pour s'ancrer dans la réalité quotidienne. Donc lui déjà fait un cinéma en soi qui transgresse les habitudes cubaines. Donc le spectateur dans ce film, rien n'est épargné. On est confronté à des scènes de naïades qui s'ébattent dans l'eau sous les yeux d'un érotomane. Ça reste très mignon. À des désirs incestueux lorsqu'une jeune femme boit du lait tiède et s'en inonde sous les yeux médusés de son oncle. À quelques fessées particulièrement appréciées par sa grand-mère, enfin c'est très spécial. Et au clou du spectacle, qui est une scène zoophile dont je ne vous mets qu'un photogramme et que je vous laisse imaginer. J'expliquais donc à midi à mes collègues de table que je suis allée voir ce film en salle sans être tout à fait prévenue de ce que j'allais voir, ce qui occasionne toujours à Cuba quelques petits coups d'œil gênés à son voisin, qui peut être occupé à des activités, puisque je vous ai parlé du manque d'intimité en général. C'est spécial. Voilà, donc ce film reste dans les mémoires et est ressorti très souvent dans l'enquête dont je vous parlais comme le plus érotique et pornographique de l'histoire du cinéma cubain révolutionnaire. Il y a un autre film assez mystérieux, donc toujours de Fernando Pérez, l'auteur de Sweet Havana, qui est son film le plus complexe et le plus spécial, qui s'appelle Madrigal. Le film dure 1h50. Pendant 1h20, vous assistez à une histoire d'amour tragique, très jolie, très triste, bref, entre deux personnages. Puis, les 30 dernières minutes du film, c'est une sorte de conte à part, séparé de l'histoire, et qui est un conte totalement dystopique qui se déroule dans une Havane futuriste, où une nouvelle loi sévit. C'est une loi qui interdit l'amour et qui impose la pratique sexuelle permanente et dictatoriale. Donc les transgresseurs dans ce cas-là deviennent ceux qui veulent une relation exclusive et qui tentent de fuir pour vivre la monogamie et l'amour. Je vous passe quelques images parce que c'est un film très peu connu et c'est 2020. Escapar parecía tan inútil como rebelarse. Esta era la última ciudad, el final de mi viaje en el imperio de Eros.
era también el fin de una búsqueda condenada al fracaso. Por eso creía yo, hasta que estuve frente a ella. Donc l'Empire des Roses, et je vous passe notre petite scène. C'est une représentation de la Havane jamais vue, enfin c'est très spécial. Qu'est-ce qui se passe? Había visto las mismas escenas, los mismos reclamos lumínicos, en un millar de ciudades. El imperio de Eros ejercía un gobierno universal e invisible, cuya única ley era el derecho de cada ciudadano a poseer a otro. Ce qui est intéressant, c'est que ce film a été fait par vraiment l'un des cinéastes les plus respectables, les plus respectés, une personne d'une grande finesse et d'un certain âge. Donc c'était vraiment un film qui a beaucoup troublé. Donc pour terminer cette partie sur le bon goût, je termine par quelque chose qui s'éloigne de ces marges que l'on explore et de la transgression des limites même du spectateur, pour parler donc de cette sexualité que je mentionnais rapidement avant et que l'on n'a pas coutume de voir à l'écran, qui est celle du quatrième âge, et qui est toujours passée sous silence comme inexistante, pour vous parler d'un très joli film cubano-colombien qui s'appelle Candelaria et qui est sorti en France, qu'on a pas mal vu en festival, qui est une très jolie histoire d'amour. Déjà, le couple est mixte, ce qui n'est pas rien en termes de message. Et ensuite, l'histoire, c'est que la dame de ce couple trouve une caméra dans l'hôtel où elle travaille. Elle est chanteuse, mais pour gagner sa vie, elle doit travailler à l'hôtel alors qu'elle a 80 ans. Il trouve une caméra et cette caméra va être le filtre qui va permettre de faire renaître le désir. Et c'est vraiment un très joli film. Ce n'est pas non plus pornographique, mais au moins on voit des scènes qu'on n'a pas coutume de voir et des corps que l'on n'a pas coutume de voir nus au cinéma. Donc le film est très pudique, mais voilà, l'entreprise me paraît tout de même assez salutaire. Je passe à l'amour non hétéronormé. Je crois qu'il me reste quelques minutes quand même. Donc mon expérience en salle à la Havane, je vous l'ai déjà un peu décrite. Donc ça fait 20 ans que je travaille là-bas et ça m'a montré que le public n'était pas non plus tout à fait prêt à accueillir les manifestations cinématographiques, les relations sexuelles gays et lesbiennes. Voilà, c'est quelque chose qui, par loi à Cuba, où la loi se veut très moderne, mais la réalité est tout autre. Et je vais m'intéresser, pour ça, il y a beaucoup de films sur la question. Donc parmi les plus connus, il y a une énorme frilosité par rapport à la sexualité homosexuelle. Mais il y a un court-métrage indépendant en 2005. Alors on peut se dire, tiens, c'est un court-métrage, quel est son impact? Mais en réalité, ces 8 minutes ont beaucoup marqué parce que le film a reçu beaucoup de prix et a beaucoup voyagé. Le film s'appelle Für Maria. Il était dit qu'on parlerait allemand aujourd'hui. Donc Lettre à Maria, si on reprend la partition. Donc le film dure 8 minutes. J'en avais parlé à l'époque au Grimm à Images et Genre. Parce que donc durant ces 8 minutes, les deux cinéastes filment une relation sexuelle. Donc on a un montage cut plutôt chic, des écrans noirs nombreux, et le spectateur assiste à des instants volés, filmés de très très près par une caméra qui semble caresser les corps, c'est très joli. Les gestes sont appuyés, on devine des tétons, des choses tout à fait... Et les lumières dessinent, donc c'est très travaillé au niveau de la lumière, et les lumières dessinent des corps morcelés. Donc la rencontre érotique est montrée, suggérée et entrevue par le spectateur avec beaucoup d'élégance. Donc 8 minutes, ça paraît court, mais là, tout d'un coup, ça paraît long. Et les notes de piano très sobres accompagnent cette lettre à Maria. Donc je vous montre un aperçu du début, la toute première minute.
Voilà. Donc, tout ceci se passe pendant 6 minutes. Alors forcément, vous vous attendez déjà un petit peu à quelque chose puisque je vous ai annoncé le titre de ma partie, mais néanmoins, durant les 2 dernières minutes, nous sortons de la chambre et les protagonistes vont apparaître sur les balcons. Et donc, voici la chute du film. Encore un petit peu. Voilà, donc c'est donc bien à 2 relations homosexuelles dans 2 appartements mitoyens face auxquels le spectateur vient d'être placé. Le timide cinéma cubain se frotte là donc à un tabou, en tout cas pour les spectateurs, puisque donc légalement l'homosexualité, la transsexualité, le travestissement, etc. sont largement acceptés à Cuba. Donc le mariage homosexuel, il y a eu quelques ratés constitutionnels en 2018, mais devrait être approuvé dans les années à venir. Et dans les faits, les réactions des Cubains au LGBTQIA+, en général, ne sont pas à la hauteur de ce que prétend le discours officiel. Donc ici, le spectateur est plongé d'une certaine manière captif dans une intimité inattendue pour certains. Et vu de si près, un corps est un corps. Et le film invite, voire oblige, entre guillemets, certains spectateurs à transgresser certaines de leurs propres limites ou de leurs barrières morales. Donc le message est plutôt sobre et efficace. Et le film ayant beaucoup tourné en festival, il a permis comme ça de piéger certains hommes cubains qui avaient besoin d'avancer un petit peu sur la question. Bien, combien me reste-t-il? Je n'ai pas été bonne sur le 4. 2-3 minutes. Allez, je me dépêche. Donc, aimer sans amour, la contrainte. Donc, j'ai regroupé sous cet intitulé 2 situations qui sont le viol d'un côté et l'amour tarifé, donc la prostitution d'un autre. Je vais peut-être m'en tenir à... Je vais m'en tenir au viol. Bon, quelle drôle de phrase. Donc, le cinéma cubain se caractérise par 2 grands classiques de 1968, jamais égalés, jamais dépassés, jamais vieillis, qui sont Mémoire du sous-développement de Tomás Gutiérrez Alea et Lucía d'Humberto Solás. Donc, il est curieux de constater que c'est l'un de ces vieux classiques qui nous propose une scène de viol qui est passée à la postérité. Donc, dans cette séquence assez célèbre et aux accents d'une certaine manière buñueliens, on se rend compte qu'ils mettent des bonnes sœurs partout, par là. Nous assistons au viol d'un groupe de religieuses, raconté par une dame bien comme il faut à ses amies de broderie. Donc, c'est vraiment tertulia et elles sont en train de se raconter des histoires qui font peur. Donc, l'ambiguïté que contient la scène, puisque l'on va passer de mines réjouies, un peu gourmandes, qui vont écouter une histoire un petit peu comme ça, licencieuse, à des visages défaits par l'horreur de la situation. Et vous allez voir que la séquence est très moderne et que c'est très intéressant et que c'est très rare de filmer comme ça des viols. Ce film, ensuite, qui est assez long, se dirige vraiment vers une image très émancipée de la femme. Ça, il ne faut pas du tout interpréter le film au regard de cette séquence où le corps de la femme est exposé et violé, parce que ça finit vraiment sur un côté girl power particulièrement affirmé. Aquel día, mientras la Fernandina bendecía a uno que parecía muerto, este se rindió de pronto y como un mismo diablo la agarró por las caderas.
las piedras salieron otros bandidos que parece que ya tenían elegida a la hermanita de su gusto. Y allí mismo comenzó la fiesta. Et pourquoi? Bon, eh bien, la fiesta sera... C'est dommage, c'était filmé de façon extrême. Quelle drôle de chose. C'est filmé de façon très moderne, avec une bande-son en décalage absolu avec ce que l'on voit, des sortes de cris, tout est comme ça syncopé. Enfin, c'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Voilà, bien. Bon, je voulais vous... Ben non, toujours pas. Voilà, le film dont je vous aurais parlé sur la prostitution est le film La Película de Ana, qui est c'est une comédie, c'est la dernière comédie de Daniel Díaz-Torres avant son décès. C'est celui qui avait fait le film très censuré Alicia en el Pueblo de Maravillas. Et ce film-là est intéressant parce que c'est l'histoire d'une actrice star de la télévision cubaine, mais qui évidemment n'a pas du tout suffisamment de moyens pour survivre. Et elle entend que des Allemands viennent à Cuba pour filmer un documentaire sur les prostituées, et elle décide de jouer une fausse prostituée. Et c'est un film très drôle qui joue justement avec les codes et où la femme, donc fausse prostituée ou vraie prostituée, reprend le pouvoir et n'est pas du tout dupe et consciente de tous les subterfuges employés. Et surtout, c'est un film qui me permettait de conclure parce qu'il revient sur les fameux clichés qu'on a de Cuba et qui montre la grande distance et la grande ironie que peuvent avoir les femmes à ce sujet. Voilà. Dans ma conclusion également, j'ai d'autres sujets que j'aurais pu prendre en considération, puisque bien sûr le champ de la transgression est très vaste, comme par exemple l'adultère, la différence d'âge, mais je l'ai à peine abordé, la notion du plaisir féminin, qui est tout de même importante à Cuba, l'hypersexualisation infantile, qui est quelque chose de très prégnant, les crimes passionnels, je saute du coq à l'âne, c'est-à-dire l'amour porté à son extrême et puis Thanatos qui revient, le sadomasochisme, la nymphomanie, la perte des valeurs et toute cette question de la réception du spectateur et des conditions de réception en salle de ce genre de film, évidemment. Voilà, je m'arrête là pour ne pas dépasser.